L'internat doit-il être le même pour un futur praticien privé ou public, sans vocation d'enseignement ou de recherche, ou pour un futur hospitalo-universitaire? Sinon, à quel moment doit apparaître cette différenciation? Alors pourquoi cette question se pose-t-elle? Il s'avère que quand on prend la liste des internes en chirurgie, seulement 10% environ d'entre eux vont accéder à une carrière hospitalo-universitaire. Il y a une quasi-obligation de passer actuellement par l'article 1. Ça impose donc un parcours long et un parcours un peu épuisant qui... C'était-moi la question 4. Qui, pour ceux qui désirent s'orienter vers des formations plus spécifiques, plus utiles à leur pratique ultérieure non universitaire. Alors, il nous semble quand même que la réalisation de publications, la formation à la pédagogie, à la recherche sont utiles pour tous, qu'ils veuillent devenir hospitalo-universitaires ou non. Mais il faudrait peut-être savoir déceler un peu plus tôt ceux qui s'orientent, qu'il faut orienter vers une carrière hospitalo-universitaire et les encourager pour qu'ils acquièrent au plus vite le prérequis nécessaire pour cette carrière. Alors, il y a un point qui a bien été soulevé par M. Corvol, c'est que l'année recherche, elle impose le temps plein pour consacrer tout ce temps à l'année recherche. Et qu'en France, malheureusement, il n'existe que de moins en moins de laboratoires de recherche purement chirurgicale. Dans trop de laboratoires, les internes vont préparer ce qu'on appelait des DEA, maintenant des masters, qui, en fait qu'ils sont les petites mains de laboratoires de biologie, en fait. Peu de laboratoires dévolus à la recherche chirurgicale. La formation à la pédagogie, par ailleurs, est peu valorisée en France, même s'il y a des DU spécifiques dont souvent on ne tient pas parfaitement compte dans les CNU. Alors les propositions, c'est un socle commun de formation pour tous, pendant lequel les bases fondamentales de la formation sont communes à tous les internes, la pédagogie, la recherche clinique, la nécessité d'écrire au moins 2 articles, puis l'orientation le plus rapidement possible vers une carrière hospitalo-universitaire avec acquisition des prérequis nécessaires. Alors les autres, ceux qui veulent faire des formations pour les orienter vers d'autres types non universitaires, auront alors tout le temps nécessaire pour faire des DU, pour aller faire une formation extramuros ou autre. Voilà ce que nous proposons. Alors l'intervenant, c'est Guillaume Le Breton, président de l'Association française des jeunes chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires, responsable de l'unité mobile d'assistance circulatoire à la Pitié-Salpêtrière. Peut-être, si Dieu veut. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers maîtres, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette tribune. Alors, l'internat doit-il être le même pour un futur praticien sans vocation d'enseignement et de recherche que pour un hospitalo-universitaire? À mon sens, s'agissant de l'internat, donc du 3e cycle de formation, résolument oui. Je pense que le but de l'internat est de former un chirurgien, on en a parlé tout à l'heure, à mon avis, de former un chirurgien généraliste spécialisé vers une spécialité et de le préparer à son exercice futur, qu'il soit public, qu'il soit privé, qu'il soit avec des fonctions hospitalo-universitaires, et qui, dès l'internat, peut savoir exactement de quoi son exercice futur sera fait avec certitude. À mon avis, très peu de candidats. Et puis pour les hospitalo-universitaires, je crois que c'est ce qui donne également toute la légitimité aux hospitalo-universitaires de médecine et de chirurgie en particulier, c'est qu'il s'agit de professionnels qui enseignent, de professionnels qui font de la chirurgie. Et donc il me paraît tout à fait nécessaire que le socle de formation en chirurgie de l'internat soit exactement le même pour les candidats hospitalo-universitaires que pour les non-hospitalo-universitaires. Enfin, pour tout chirurgien, avoir une formation scientifique de base plus solide qu'elle ne l'est à l'heure actuelle me paraît une nécessité. Je pense qu'il est important d'avoir un socle de formation scientifique plus solide qu'il ne l'est à l'heure actuelle, et pour diverses raisons. D'abord pour la formation médicale continue, enfin le développement professionnel continu, pour actualiser également ses connaissances. Et ce socle de formation, eh bien, probablement qu'il pourrait débuter dès le 2e cycle.
Alors quand doit-on apporter une différenciation hospitalo-universitaire à la formation ? Eh bien, dès le 2e cycle, je pense que le socle de formation scientifique doit être plus robuste qu'il ne l'est aujourd'hui. On pourrait également envisager des aménagements plus faciles pour réaliser des masters de recherche pendant le 2e cycle, où finalement les choses sont un peu plus adaptées pour s'adapter, pour s'impliquer et s'intégrer dans des équipes de recherche au sein de toutes les universités. Et puis, ce qui permettrait également d'amener des candidats à l'internat, des internes, mieux formés à la recherche, qui pourraient, durant tout leur internat, poursuivre des travaux de recherche, de publication plus nombreux et de meilleure qualité que ce que l'on observe parfois, où malheureusement, trop souvent à l'heure actuelle, les seuls travaux de recherche menés par certains internes sont leurs thèses, dont la qualité scientifique est parfois discutable. On pourrait également imposer, ce qui a été abordé tout à l'heure dans les propositions, d'avoir un certain nombre de publications pour valider le cursus de formation. Donc, tout cela permettrait au fil de l'internat de dégager des profils universitaires et d'amener au post-internat des chirurgiens dont certains se destineront à une carrière hospitalo-universitaire en fonction d'une part de leur désir, de leur velléité, mais également avec des perspectives réalistes, avec des candidats qui ont un avenir professionnel un peu plus précis et en tout cas précisé concernant des perspectives hospitalo-universitaires. En d'autres termes, d'éviter d'engager dans des carrières hospitalo-universitaires, de faire envisager à certains candidats des carrières hospitalo-universitaires alors qu'il apparaît assez clairement probablement qu'il n'y aura pas de perspective hospitalo-universitaire pour ces personnes. Je pense que c'est néfaste, que c'est même destructeur pour certains et que le ressentiment des candidats qui n'ont pas pu avoir ces carrières est parfois amer et destructeur au sein des équipes. Donc finalement, la différenciation, quand doit-elle intervenir ? Moi, je pense, pendant le post-internat. Et là, je pense qu'il existe une confusion entre un post-internat qui doit être un complément de formation pour valider un DESC, pour valider une spécialité, et un post-internat avec de vraies fonctions hospitalo-universitaires, qui est en fait le clinica, avec des fonctions d'enseignement, des fonctions de recherche. Et ce post-internat, donc, qui est le clinica à l'heure actuelle, pourrait intervenir après une phase de post-internat de formation, qui pourrait être un assistanat. Et donc ça modifie un petit peu l'ordre des choses, avec donc un clinica qui soit une vraie période de formation dédiée à l'enseignement et à la recherche. Alors tout ça s'applique avec la conception actuelle que l'on a des fonctions hospitalo-universitaires, où l'hospitalo-universitaire est à la fois soignant, enseignant, chercheur, et souvent occupe des fonctions et des responsabilités au sein de l'établissement. Alors ça induit une autre question. Est-ce que c'est un modèle qui est réaliste et qui est efficient ? Est-ce que toute une carrière, un même praticien assume à la fois des fonctions donc de soignants, des fonctions d'enseignants, des fonctions de chercheurs et souvent des responsabilités administratives au sein de l'établissement? Certains le font, occupent ces 4 fonctions et c'est ce qui d'ailleurs inspire beaucoup de respect, mais souvent ils le font de manière variable au fil de leur carrière, et je pense que ça induit une autre voie qui est celle de fonctions évolutives au fil de la carrière en fonction des désirs de chacun, des aptitudes et des besoins. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Mais je pensais que vous alliez faire une revendication en disant que la mobilité pendant l'internat doit être comptée pour... Bien sûr. On oublie toujours qu'une mobilité peut être effectuée pendant l'internat à Paris, dans un labo de recherche INSERM. Il faut que ce soit une année à plein temps, que ce soit financé par des points spécifiques, que ça soit fait dans un laboratoire labellisé et que ça aboutisse à des publications. Donc cette année recherche qui se fait pendant l'internat, cette année on a 50 bourses année recherche. Il y en avait 21 l'année dernière. Donc on a tellement gueulé que le ministère, quand même, je ne sais pas sur quoi ils ont piqué le pognon, parce que de toute façon, rien de secret. Bon. Mais il y a 51 années recherche en Île-de-France, 250 en France. Eh bien, si cette année recherche est faite dans un laboratoire labellisé, c'est une mobilité intellectuelle de recherche. Heureusement, le législateur a bien dit, par contre, s'il s'agit d'une mobilité de soins, même l'enseignement peut se faire avant la thèse de médecine. Mais la mobilité de soins, elle est forcément après la thèse de médecine. Donc on confond l'obligation
Soyons francs, tu sais comme moi qu'il y a des années recherche sur la côte ouest, etc., qui n'ont pas la performance qu'il peut y avoir dans un laboratoire comme au Cordelier, ici pendant 1 an, avec une production scientifique vraie. Donc ne trompons pas les étudiants, c'est possible. Et il faut les pousser à faire cette année recherche, parce que ça leur permet de faire ça en 2e ou 3e année d'internat. Ils apprennent les outils de la recherche, parce que c'est pas inutile d'aller dans un labo. Il y a quand même des outils à connaître, et dire après, le profil moléculaire de telle tumeur nous conduit à proposer en RCP ceci ou cela, il faut savoir quand même ce que c'est qu'un profil moléculaire aussi. Donc, il y a ça. Maintenant, charger la barque en formation théorique au 2e cycle, on ne peut pas aller au-delà, sinon on va avoir à gérer plus de suicides qu'à Orange. Les étudiants n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et le doyen que je suis passe son temps à demander des réductions de volume de connaissances. Et à la fin, ma menace, c'est de dire, de toute façon, c'est pas compliqué, je vais prendre les 20 dernières pages du poly et je vais les déchirer, puis ça sera comme ça. Parce que les étudiants ont trop de connaissances à ingurgiter. Bien évidemment, tout à fait d'accord sur le fond. Le futur universitaire doit baigner dans son milieu professionnel. C'est quand même ce qui fait l'honneur de ce statut particulier dans l'université française. Et je le répète, qui fait tant de jaloux, en particulier dans notre statut de PUPH, y compris s'agissant des émoluments. Mais Jacques me le pardonnera, peut-être que la question n'était pas tout à fait bien posée. C'est pas à quel moment doit apparaître la différenciation. La différenciation, elle vient du caractère, de l'histoire même, des possibilités offertes par le hasard à un étudiant qui devient ensuite un interne et un chef de clinique. La vraie question, c'est la différenciation en faciliter l'émergence et la possibilité à tous les moments du cursus. Soit dès le départ, au 2e cycle, comme l'a très bien dit Serge Usan, mais il ne faut pas non plus suivre le modèle, par exemple, qu'aimeraient certains chercheurs fondamentaux des écoles doctorales et de ceux qui, en 5e, 6e année post-bac, deviennent en quelque sorte des chiens savants. Ça poserait de gros problèmes pour nous. Il faut pouvoir aussi avoir l'émergence d'un universitaire en plein milieu de l'internat, voire même un petit peu plus tard. Certains deviennent tardivement d'excellents futurs universitaires. Et donc c'est ça qui est important. Et donc aménager à tous les moments du cursus les passerelles possibles, les disponibilités, les stages à l'étranger, la possibilité de partir effectivement en parcours doctoral, c'est ça qui est important. Aménager les passerelles à tous les moments du cursus d'un interne en chirurgie. Alain Pavie. Attends, micro. Je voulais juste dire, par exemple, au niveau de la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, sur l'initiative du CNU, on a créé un groupe tremplin pour s'occuper des jeunes qui voulaient être universitaires et pour essayer de leur faciliter la formation et l'accompagnement vers une nomination. La nomination, elle n'est pas obligatoirement toujours dans son service. On peut avoir de la mobilité. La génération actuelle est très mobile. Bien, merci. Bon, merci beaucoup. Et M. Beaulieu, la question numéro 5.